Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau compte-rendu d'audience consacré au procès de Dabia Benkired, poursuivi pour le meurtre de la jeune Lola. La journée s'annonce particulièrement chargée, avec des experts psy, les auditions des parties civiles qui sont attendues, avant le témoignage de l'accusé sur les faits qui doit intervenir en fin de journée. D'ailleurs, à ce propos, j'évoquerai le témoignage de Dabia Benkired dans une prochaine vidéo, car elle risque de déposer tard ce soir, donc le temps de tout enregistrer, monter, ça risque de faire un peu juste. Mais commençons cette quatrième journée d'audience avec la déposition de Nicolas Estano, l'expert psychologue qui a étudié Dabia Benkired. On espère qu'il pourra nous donner quelques éléments, quelques clés de compréhension, car le discours de l'accusé est pour l'instant très décousu, on a du mal à comprendre son passage à l'acte et l'insoutenable barbarie qu'elle a déchaînée sur une innocente petite fille de 12 ans. Le refus de la mère de Lola de lui accorder un pass d'accès à l'immeuble a été évoqué un temps, puis hier, Dabia a parlé de son ex-compagnon, Mustapha, à qui elle voulait du mal. Et Lola ne serait dans cette histoire qu'une sorte de victime expiatoire. Bref, que faut-il comprendre? L'expert a rencontré l'accusé à 4 reprises. Il a été frappé parfois par l'apparence affichée de Dabia Benkired, notamment la 3e fois, lorsqu'elle s'est présentée à lui avec un crâne à moitié rasé. D'une manière générale, elle ne fait pas preuve d'agressivité, même s'il note une sorte de défiance à son encontre. Elle a parfois des propos bizarres, liés à la sorcellerie notamment, venant de croyances familiales, mais l'expert n'y voit là aucune manifestation d'une franche maladie psychiatrique. Il pointe malgré tout une froideur affective, une incapacité à se projeter dans l'avenir et une vie au jour le jour avec des emplois successifs non déclarés. Au cours de leurs entretiens, Nicolas Estano a noté un narcissisme et des bizarreries comportementales qui évoquent une nouvelle fois les cheveux rasés partiellement de l'accusée, mais également le fait qu'elle se lave en détention avec du liquide vaisselle. Pour l'expert, Dabia Benkired a surtout voulu attirer l'attention. Elle ne supportait pas son placement à l'isolement en prison, souligne l'expert. Le psychologue, qui fait état de troubles de la personnalité, dû notamment à un mode de pensée persécutoire, a aussi relevé la présence de traits psychopathiques à un niveau élevé. En garde à vue, Dabia Benkired avait notamment demandé aux policiers « Vous avez déjà vu des cas comme moi ?» Une phrase qui illustre son propos sur les traits psychopathiques de l'accusé. Sur les faits, le psychologue explique que Dabia Benkired donne peu d'informations. Bien évidemment, l'accusé a évoqué des croyances familiales et cette fameuse sorcellerie. Mais l'expert voit dans cette notion d'ensorcellement qu'elle évoque une façon de se protéger. Concernant les abus sexuels, voilà ce que dit l'expert. Il est plausible que le meurtre soit la conséquence d'un acte de nature sexuelle non assumé de la part du sujet. D'ailleurs, comme elle le dira elle-même à l'expert, le pire c'est qu'après les faits, j'étais normal. Le président interroge ensuite le témoin. L'accusé avait-elle un fantasme lesbien? Non, dit l'expert. C'est d'abord une agression sexuelle, un viol suivi d'un crime. L'accusé a eu une sorte de réaction en chaîne. C'est d'abord une agression sexuelle, en premier lieu. Le reste découle de là, avec l'impossibilité de l'admettre. Et ensuite, on fait taire l'enfant. Une fois qu'on a franchi le Rubicon, on essaye de faire disparaître cet acte, explique l'expert. A-t-elle exprimé de la culpabilité ou des remords? Demande encore le magistrat. L'accusée reconnaît que ce qu'elle a fait est grave, mais elle reste dans une froideur émotionnelle, une certaine distance. Elle dit « Oui, j'ai tué un enfant, c'est terrible, elle n'a pas mérité ça. » Après, est-ce que j'ai vu la personne dans une culpabilité écrasante? La réponse est non. En défense, Maître Valois mentionne l'existence d'une lettre que Dabia a écrite au juge d'instruction. Une lettre rédigée juste après avoir appris la mort du père de Lola, décédé d'une crise cardiaque foudroyante à Fouquereuil, dans le Pas-de-Calais. « Bonjour, madame le juge. Je suis au courant de la mort du papa de Lola. Ça me rend triste que je sois à l'origine de ça. Paix à son âme. » Son avocat y voit là une marque d'empathie. C'est une prise en considération de la réalité, nous explique l'expert. Ça peut être se sentir responsable de la mort de quelqu'un. Le président invite ensuite l'accusé à réagir face au psychologue. « Vous aviez l'air attentive, du moins au début, » dit le président. « C'est normal, je dors pas la nuit. Tout ce qu'il dit est vrai, » répond l'accusé avant de bégayer. « J'ai pas tout retenu, je comprends pas tout le français. » Les conditions de détention de l'accusé sont ensuite évoquées, à exaspérer le personnel judiciaire par son comportement. Le 19 novembre 2022, au tout début de sa détention, l'accusé a dégradé un mur de sa cellule et a mangé la poussière et le plâtre, selon un rapport des surveillants.
Les surveillants passent toutes les heures et ils allument la lumière toutes les heures, tente de se justifier Dabia. Les surveillants ont souligné que vous vous complaisiez dans une forme d'inactivité, poursuit le président. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça me repose, oui, explique l'accusée. Elle dit regarder beaucoup la télé, citant de la télé-réalité, du football ou encore des émissions de musique. Pourquoi vous êtes-vous rasé la tête, questionne le magistrat. En me rasant la tête, je vois le visage de ma mère. Mais aujourd'hui, vous avez les cheveux longs, avec un chignon. Je me dis c'est la vie, c'est comme ça, on va tous mourir un jour. Dans ma religion, ça a toujours été ça. C'est Dieu qui reprend les âmes. C'est lui qui décide, répond-elle. Même pour un meurtre ? L'interroge le président. Bien sûr que c'est Dieu qui décide. Après, il y a le paradis et l'enfer. Ceux qui se font tuer vont au paradis, les autres, à moins qu'ils soient repentis, et vous allez partir où ? Poursuit le président. C'est pas moi qui choisis, mais moi, je me suis repenti, affirme l'accusé. Le président poursuit son interrogatoire, en évoquant maintenant une tentative de suicide. Elle est alors placée en unité pour malades difficiles. Vous étiez dangereuse, notamment pour vous-même, en détention, dit le magistrat. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, dit l'accusé. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment malade et que j'avais besoin de me soigner. Mais quelle est votre maladie ? Demande le président. Sceptique. J'étais un peu folle. C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est horrible. L'après-midi est ensuite consacré à l'audition des parties civiles. L'occasion de parler un peu de Lola, dont on a très peu parlé finalement pour l'instant. Un moment qui promet d'être chargé en émotions. C'est d'abord la maman de Lola, Delphine Davier, qui se présente à la barre. Ce moment, ce face-à-face avec le bourreau de sa fille, elle l'attend depuis longtemps, depuis très longtemps. Avec ses cheveux blonds, son visage rappelle énormément celui de Lola, avec quelques années en plus. D'ailleurs, la maman est parfaitement consciente de sa ressemblance avec Lola. D'une voix douce, elle pose des mots tendres sur sa fille. « Je vais vous parler de ma Lola, ma mini-moi. » Pour ne rien oublier de ce qu'elle va dire, elle a couché quelques mots sur un morceau de papier. Lola est une jeune fille sociale, aimante, heureuse de vivre, naïve, toujours prête à aider son prochain. Avant ce drame, nous avions une vie de famille très simple, très à l'écoute les uns des autres. Au fil du texte, qu'elle vient à peine de commencer, des larmes menacent de noyer son témoignage. Mais pour Lola, elle tient bon. Elle dira tout ce qu'elle veut exprimer à la barre de ce tribunal. Avant ce drame, nous avions une vie de famille très simple, très à l'écoute les uns des autres. Elle explique avoir pourtant mis en garde ses enfants, en leur expliquant de faire attention aux inconnus. « Si on vous agresse, n'hésitez pas à crier », leur avait-elle dit. Et puis est arrivé le jour du drame, continue Delphine, en revenant sur ce 14 octobre 2022. Lola est rentrée manger, elle est repartie au collège, je l'ai embrassée, je lui ai dit à tout à l'heure, poursuit-elle. Quand Lola a croisé ce monstre, la mère de l'adolescente préparait les bagages pour partir à leur mobil-home, à Berck. Je culpabilise, je n'ai pas pu sauver ma Lola. Mon mari et mon fils s'en veulent aussi beaucoup. Qui aurait pu imaginer ce qui allait se passer quand Lola a croisé cette chose, ce monstre, questionne la mère de Lola. Pourquoi nous? Pourquoi Lola? Mon cœur de maman est à jamais meurtri, poursuit-elle. Rien ne mérite d'avoir autant de haine, de mépris et d'acharnement contre ma Lola, qui appelle l'accusé la chose. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas nous les coupables, mais c'est cette chose, déclare la mère. Je me suis dit que j'ai la chance d'avoir mon fils Thibaut à mes côtés. Sinon, je ne serais peut-être plus là. Je vous rappelle que j'ai perdu ma Lola et mon mari, décédé en février 2024. Mon travail, mon logement, toute ma vie s'est effondrée. Je me demande parfois comment je tiens debout. Cette chose ne nous enlèvera pas malgré tout l'amour de notre famille. Je demande à la justice de faire le nécessaire pour que cette chose soit enfermée toute sa vie, déclare Delphine, qui ajoute « Ne rendez pas autre chose que la perpétuité ». Des photographies sont ensuite diffusées dans la cour d'assises. Des photos qui viennent de la maman. On y voit Lola, qui grandit au fil des ans, tantôt avec son père, tantôt avec sa mère ou son frère. On se dit que jamais on ne saura comment aurait pu être Lola plus grande. Elle aimait bien faire le clown, se souvient la mère de Lola. Une photo de la petite Lola, en juste au corps de gymnastique, est alors diffusée. Elle était très douée. Elle avait fini championne de France avec son équipe, dit sa mère. Sur le banc des parties civiles, tout le monde est en larmes. Le public aussi, et même parmi les journalistes présents pour couvrir le procès, on lutte de toutes ses forces pour ne pas succomber à l'émotion du moment. Elle avait un caractère bien trempé, poursuit Delphine. Je suis désolée, j'ai du mal à parler d'elle au passé. Je crois que je ne m'en remettrai jamais. Delphine Davier évoque maintenant le décès de son mari, le papa de Lola. L'homme qui avait arrêté de boire a repris du jour au lendemain à partir de la mort de sa fille. Il buvait du soir au matin. Il est mort de chagrin, dévasté par ses démons. Et vous, qu'est-ce qui vous fait survivre ? Demande le président. Mon fils, répond la mère de Lola, sobrement. Elle se confie aussi sur sa frustration de ne pas avoir de réponse claire de l'accusé. Pourquoi ? Pourquoi ? Si on pouvait avoir des réponses déjà, ce ne serait pas de refus.
À la fin de sa déposition, le président remercie la mère de Lola pour les 3 années d'instruction et durant ce procès. Il est indéniable que son témoignage était remarquable, à la fois puissant, chargé en émotions, mais avec une retenue certaine vis-à-vis de l'accusé qui force le respect. La tante de Lola est ensuite appelée à déposer. Elle lit une fiche qu'elle a elle aussi soigneusement préparée. La date du 14 octobre 2022 restera pour moi et ma famille celle de l'anéantissement et du non-retour, dit-elle d'emblée. La famille n'avait jusque-là pas été épargnée, avec des deuils successifs. Elle évoque celui de son père, décédé dans un accident de voiture en 2017, puis celui de son frère, tué par un chauffard, qui a préféré faire un délit de fuite plutôt que de faire face à ses responsabilités, et enfin le décès de sa mère en 2021. Sans que nous ayons le temps de faire notre deuil, arrivait cette date fatidique du 14 octobre 2022, poursuit-elle. Ce jour-là, elle reçoit un coup de téléphone de sa sœur. Elle m'annonce en sanglots que Lola a disparu, qu'elle n'est pas rentrée du collège, qu'il la cherche en vain. Sur le coup, je panique, je pleure, je crie, je tourne en rond. Et quand le corps de Lola est retrouvé dans la malle, tout s'écroule. Je pense que nos cris, nos sanglots resteront enfouis dans les murs de cet immeuble, conclut-elle. La tante évoque ensuite la convocation de la famille à la brigade criminelle le samedi 15 octobre. On allait savoir ce qui était arrivé à Lola. La première question de Delphine a été de savoir si Lola avait souffert. Il y a aussi ce moment douloureux où la famille a dû se rendre à l'institut médico-légal pour reconnaître, à travers une vitre, le corps inanimé de Lola. Un moment vécu comme une véritable torture. Delphine, la maman donc, allait enfin voir sa princesse, se souvient-elle. Elle dort et son corps est drapé, jusqu'en haut de son cou. Delphine a été autorisée à la rejoindre, de l'autre côté de la vitre, sans pouvoir la toucher. Lola, son enfant, son bébé. Pour autant, malgré le drame, malgré les drames, la famille ne s'est jamais désunie face aux épreuves, notamment grâce à Thibaut, le frère de la victime qui s'est révélé comme le pilier sur lequel on peut se reposer. Depuis ce drame, poursuit la tante, on fait tout pour Delphine. On pense Delphine, on vit Delphine, explique la tante de Lola à la barre. Je me dis que s'il n'y avait pas Thibaut, il se passerait quoi, questionne-t-elle. Rien n'est plus, il ne sera jamais comme avant. Elle me manque, continue-t-elle avant de s'adresser à sa sœur, Delphine. Je t'aime tant, je serai toujours là pour toi. Puis elle se tourne vers elle et les deux femmes éclatent en sanglots, ensemble, en se tombant dans les bras. Dominique et Nathalie, un oncle et une tante, affichent eux leur incompréhension face à un défoulement d'une pareille barbarie. À quel moment, dans quel esprit sain, naît une telle monstruosité? Et avant le moment fatidique, n'y a-t-il pas un instant où on se dit « stop » Ses yeux d'enfant devaient en dire long, débute l'oncle de Lola, qui lit aussi un texte. Et pourquoi cet acharnement, poursuit-il en s'adressant à l'accusé. Ce n'est pas toi, Delphine, ou toi, Thibaut, qui devez vous sentir responsable de quoi que ce soit. La culpabilité qui vous ronge n'a pas lieu d'être. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi, Lola, poursuit son oncle. Ce procès est pour moi un dernier adieu. Et je te promets, Lola, de ne jamais t'oublier, complète la tante de Lola. On t'aime, ma Lola. Des cousins et des cousines de la petite victime font eux le choix de continuer à la faire vivre, en faisant partager à la cour leurs moments de joie, leurs moments heureux. Le premier cousin de Lola prend la parole. Mon premier souvenir remonte avant même sa naissance, explique-t-il. Il avait 12 ans quand Lola est née. Il raconte avoir posé sa tête sur le ventre de sa tante, enceinte de Lola, et avoir senti ses petits coups de pied. Elle s'entraînait déjà pour la gym, lance-t-il en sanglots. Le deuxième cousin se lève, mais avant même de prononcer le moindre son, il est pris d'une violente crise de larmes. Il revient s'asseoir à sa place, entouré de toute la famille, qui vient l'étreindre pour le réconforter. Une cousine évoque quant à elle l'amour de Lola pour la gym. Elle n'était pas contente, car elle n'avait pas été sur la plus haute marche du podium. Mais moi, j'étais très fier de ce qu'elle avait déjà fait. Elle voulait tout faire comme moi, les ongles, tout. Elle m'avait fait promettre de garder tous mes vêtements pour qu'elle puisse être comme moi et les mettre un jour. J'étais fier de savoir que je pouvais être son exemple, et je l'aime à tout jamais. Jonathan, un autre cousin, lui, choisit un ton plus grave, plus solennel. Déterminé, il s'adresse à l'accusé. On a compris que vous avez eu une vie difficile, que vous avez perdu votre père, votre mère, que vous êtes dans la drogue, que vous êtes dans la prostitution, qu'on vous a potentiellement violé. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques années, j'ai perdu mon grand-père. Une mort brutale. Leur choix, ça a été d'avancer. Ensuite, on a perdu notre parrain. Pareil, on a avancé. Puis notre grand-mère, on l'a vu partir. On a continué d'avancer. Ensuite, vous nous avez volé, Lola. Un meurtre atroce. Mais on est resté debout. Et on est obligé de continuer d'avancer. Johan, le papa de Lola, est parti de chagrin. On a continué d'avancer. Et on est là assis, à écouter vos excuses. Malgré les aléas de la vie, on en a tous. On a fait le choix d'avancer. Je parle de choix. C'est important, déclame-t-il.
Vous vous êtes défoulé sur une fille qui n'a rien demandé. J'ai une question pour vous. On vous a forcé à faire ça, Lola? Ou c'est votre choix? Il conclut finalement sur des mots plus apaisants et plus doux. On t'oubliera jamais. Tu étais magnifique, tu étais un rayon de soleil, pleine de vie. On est tellement fiers de t'avoir vu grandir. Pour toi, pour Johan, pour Thierry, on va vivre pleinement. On ne vivra pas notre vie à moitié. On n'oubliera jamais ton visage. On ne veut pas que ton visage soit celui de la haine. Enfin, pour conclure, c'est au tour de Thibaut, le frère de Lola, de venir s'exprimer. C'était notre rayon de soleil. C'était le rayon de soleil de notre appartement, explique-t-il, avant d'évoquer son dernier souvenir de Lola et ce dernier sourire qui restera à jamais figé pour l'éternité dans son esprit. Ce 14 octobre, Lola rentre des cours le midi pour manger avec ses parents et son frère. On était 4 autour d'une table. C'était comme d'habitude, c'était normal, se souvient-il. Elle part, c'est la dernière fois où je l'ai vue, vivante du moins. J'ai vu son visage sourire, ajoute-t-il. En début d'après-midi, Thibaut part se faire couper les cheveux. Je sors de l'appartement, côté rue Manin, pas côté jardin. Il fait référence à ce côté où Lola rencontrait Dabia Benkired. Il explique avoir hésité à ce moment-là entre les deux chemins. Si j'avais fait demi-tour, je serais allé côté jardin, comme on la voit aux caméras. Et j'aurais forcément croisé Dabia Benkired. Et là, il ne se serait rien passé, dit-il. On sent dans ces mots l'insoutenable poids de la culpabilité qui pèse encore aujourd'hui sur ses épaules. Pendant que je suis chez le coiffeur, il y a un monstre qui fait des choses à ma sœur, poursuit-il. En rentrant, il voit sa mère en larmes et son père qui court dans tous les sens. Vers 1h du matin, les policiers viennent dans leur appartement pour leur dire qu'ils avaient retrouvé sa sœur. Mon père n'y croyait pas. Il n'arrêtait pas de poser des questions. « Elle est où? Elle est où? Je veux savoir. » Le dimanche suivant, nous sommes allés annoncer à ma grand-mère le décès de ma sœur. Elle a Alzheimer. Toutes les 30 minutes, elle avait oublié. Il fallait lui répéter, explique Thibaut. Il revient ensuite sur le choc de ces photos diffusées pendant l'audience, celle du corps sans vie de sa sœur. Les photos que j'ai vues, je ne les avais pas vues. Pour moi, c'était pas obligé que je les voie, mais je me suis mis ça dans ma tête car ça fait partie de la vérité. Et ça fait partie de ce qu'elle a subi. Et c'était important que je les voie. Il se tourne ensuite vers sa mère. Je la remercie d'être toujours là pour moi. J'essaie de faire la même chose pour elle. Je t'aime. Je voulais que tu le saches, déclare-t-il. La mère de Lola se lève et vient l'enlacer. C'est toute une famille qu'elle a fait pleurer, qu'elle fait toujours pleurer. Elle a tué une fille, un père, même si, vous m'avez compris, conclut-il. J'attends beaucoup de cette décision de vous tous et j'ai entièrement confiance en vous pour le verdict, dit-il enfin au juré. Le président donne la parole au grand absent de ce procès, le père de Lola, Johan, qui avait écrit une lettre accrochée à la porte du studio où Dabia Benkired a tué Lola. Ma chérie, je ne comprends toujours pas pourquoi tant de cruauté et de barbarie envers toi. Toi qui étais si gentille. J'ai hâte de te retrouver, avait-il écrit sur ce mot. Ton papa qui t'aime pour la vie. On l'a vu, cet homme, dévasté par la douleur, avait replongé dans l'alcool le soir de la mort de Lola, alors qu'il était abstinent depuis plusieurs années. Il est mort d'une crise cardiaque le 23 février 2024. Vraiment, le passage des parties civiles est un moment particulièrement éprouvant et chargé en émotions. Dabia, en revanche, n'a rien montré. Elle s'est contentée de regarder fixement devant elle ou à ses pieds. Mais elle est maintenant invitée à réagir à ces témoignages. J'arrive pas à pleurer en public, mais une fois que je suis isolé, je pleure tout le temps. Ça me touche ce qu'ils ont dit. Encore une fois, je demande pardon. Comment avez-vous fait pour que Lola vous suive, demande-t-il. Je lui ai simplement demandé de m'aider à porter des valises et elle m'a suivi. Voilà, c'est tout pour cette journée. Merci à vous de nous suivre sur ces comptes rendus. Continuez à le faire en vous abonnant sur YouTube, en activant la petite clochette et sur X pour suivre le procès en temps réel, comme si vous y étiez. Même si Dabia est interrogée sur les faits à partir de ce soir, je préfère l'aborder demain pour tout faire d'un bloc tout en même temps. Merci, à bientôt.